13h, 14h. Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1, 13h, dernière partie avec vous. Céline Giraud pour décrypter l'actualité, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. Et après la victoire de Donald Trump, Emmanuel Macron s'est dit prêt à retravailler avec le nouveau président américain. Mais comment le reste de la classe politique a-t-elle réagi à ce tsunami électoral? Alexis de La Fontaine, là encore, un clivage très net se dessine entre la gauche et la droite. Félicitations à Donald Trump, lance Jordan Bardella. Meilleurs vœux pour cette nouvelle présidence, ajoute Marine Le Pen, qui n'avait pas encore soutenu le candidat républicain au Rassemblement national. Pourtant, la victoire de leur allié est historique. Et pour Éric Ciotti, le président de l'Union des droites, cette réussite doit maintenant inspirer les Français. C'est un exemple, un chemin d'espérance pour la France. C'est l'Union des droites, qui porte ces sujets. Le combat contre l'immigration de masse, contre le wokisme qui gangrène nos universités. Nous servira d'exemple. Et je suis convaincu que ce qui s'est passé aux États-Unis se passera en France. La droite, elle, reste très distante, ne voulant surtout pas être associée à Donald Trump. À gauche, après avoir soutenu la candidature de Kamala Harris, la défaite est amère. L'écologiste Sandrine Rousseau dénonce une victoire raciste, masculiniste et climato-sceptique. Seul le discours de la France insoumise dénote avec le reste du nouveau Front populaire. Selon Jean-Luc Mélenchon, Kamala Harris doit sa défaite à sa complicité avec le génocide à Gaza. Fin de citation. Alors l'insoumis Antoine Léaumont met en garde ses partenaires. Il y a une inquiétude aussi en France que certains veuillent suivre cette voie à gauche, c'est-à-dire une voie molle, une voie souple qui à la fin amène l'extrême droite au pouvoir et on ne peut pas tolérer ça en France. Donc il va falloir se réveiller et se réveiller dur là. À gauche, cette victoire de Donald Trump est à nouveau propice à la division. Voilà, de l'extrême gauche à Horizon, la tendance était quand même plutôt à l'anti-Trump. Personne ne l'avait vu venir, y compris Marine Le Pen, qui n'avait pas officiellement manifesté son soutien. Ah bah non, Marine Le Pen, Donald Trump, c'est beaucoup trop outrancier pour elle. Elle l'est dans sa stratégie de normalisation et de lissage. Donc évidemment, elle ne va pas soutenir quelqu'un qui est dans l'outrance, dans la violence et qui est dans le populisme en permanence. Donc c'est vrai qu'en France, quand on regarde les soutiens officiels à Donald Trump, on a en effet Éric Ciotti, on l'a entendu, et Éric Zemmour, il ne reste plus que ça. Point barre. Mais finalement, ça, certes, qu'est-ce que ça dit ? Certes, le modèle Trump n'est pas un modèle, à mon avis, transposable en France. C'est ce qu'on disait un petit peu au début avec Nathan. C'est que je ne suis pas sûr que les Français attendent quelqu'un, qui est autant dans le mensonge, dans la violence, y compris chez les adversaires politiques. Au contraire, je trouve qu'ils veulent plutôt un débat qui est apaisé. En revanche, là où moi je constate qu'il y a quand même une déconnexion assez folle de ces élites-là, c'est que ils nous ont expliqué, que ce soit les politiques et les médias, pendant 6 mois de campagne, que les Américains avaient envie de ça. Mais en fait, juste on a écouté des gens qui sont incapables de nous dire pourquoi un ouvrier français vote Rassemblement national en France, et ils nous ont expliqué pendant des semaines pourquoi les latinos iraient voter pour Kamala Harris, pourquoi la population noire irait voter pour Kamala Harris. Donc on a écouté des gens qui pendant 6 mois nous ont répété les mêmes bêtises alors qu'ils sont même pas capables de les appliquer en France. Donc à un moment donné, c'est une déconnexion qui est folle. Aujourd'hui, on a des élus, il y a un décalage notamment qui est le même qu'aux États-Unis. Mais bien sûr, et surtout les États-Unis, c'est pas du tout la même chose qu'en France. C'est-à-dire que on a les élus de la France insoumise, certains écologistes qui nous disent « Ah oui, c'est horrible, la gauche molle », mais le débat aujourd'hui, c'est pas est-ce que Kamala Harris est plus proche de la France insoumise ou d'Europe Écologie Les Verts. On n'est pas du tout sur les mêmes choses. La gauche américaine est complètement libérale, ce qu'elle n'est pas du tout en France. Donc on fait des comparaisons qui n'ont absolument pas lieu d'être, et je pense que malheureusement cette gauche, une fois de plus, n'a pas compris les deux ressorts du vote Trump, qui sont les deux mêmes ressorts que le vote Marine Le Pen. C'est la lutte contre l'inflation et c'est la lutte contre l'immigration illégale. Et donc ils n'ont pas compris ça en France, donc pourquoi ils l'auraient compris aux États-Unis? Et je ne sais pas si vous avez entendu ce matin l'édito de Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1 qui dit, après les États-Unis, c'est en France que McDonald's a le plus de clients, les enfants se déguisent pour Halloween, Elon Musk pour les jeunes générations et soit un super-héros, soit un méchant de Marvel. Et nous ferions bien de méditer sur cette insurrection civique des classes moyennes que le vote Trump exprime. Plus nous refuserons de la voir chez nous, plus le réveil sera brutal. On est là-dedans, sur ce décalage entre ce qui se passe vraiment, la réalité et la fiction, quoi. Oui, je pense qu'on est dans deux choses. Peut-être que parmi les facteurs du vote Trump, il y en a aussi un troisième. C'est une forme de colère contre les élites, notamment culturelles.
plus encore que les élites économiques, parce que ça les dérange pas de voter pour un milliardaire. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve, par exemple, dans les critères de vote pour le Rassemblement national en France. Les élites culturelles occidentales agacent, et agacent même d'ailleurs dans le reste du monde, même dans les pays comme l'Inde, etc. On a eu des mêmes phénomènes de colère dirigée contre ces élites. C'est-à-dire, et je reviens là-dessus, sur la croyance selon laquelle on peut lutter contre l'extrême droite, contre le populisme, etc., à coup uniquement de slogans. Et de slogans qui se situent dans le registre de la morale, de dire nous on est le bien et vous êtes le mal. C'est très gentil de parler comme ça, mais c'est pas un argument, c'est pas de la pensée, c'est pas de la pensée politique. Et évidemment, quand on se drape dans la posture du saint, on agace terriblement, surtout si on est dans une position d'appartenir aux élites, ce que les gens voient. Je pense que ça, c'est un facteur très important et qu'on sous-estime beaucoup en France. Et alors, gauche molle, gauche pas molle, etc. Gauche morale, c'est une gauche des bons sentiments, et donc c'est pas une gauche de l'action. Et le deuxième aspect, je reviens là-dessus, mais c'est le populisme. Tous les pays qui ont pris modèle sur Donald Trump, ça a fini en catastrophe. Le Brésil, quand Bolsonaro a commencé à vouloir imiter Donald Trump, qu'il a refait le Capitole à sa sauce, ça a été une catastrophe. Je prends un autre exemple d'un pays que je connais bien, mais Israël aussi. Israël, quand Netanyahou s'est senti, si vous voulez, renforcé par son amitié avec Donald Trump, il a en quelque sorte vrillé dans un combat contre les élites judiciaires, contre la Cour suprême, contre les médias. Il est devenu extrêmement populiste, qu'il n'était pas tellement avant d'ailleurs. Mais qui sont les représentants de ce politiquement correct, de ces élites-là ? Justement, Jules Torres, le silence de la droite, les Républicains. Non, mais comment vous l'interprétez ? Le silence de la droite, les Républicains. Bon, déjà, tout le monde s'en fiche aujourd'hui de ce que pensent les Républicains. C'est-à-dire que. C'est sévère. Non, mais pardon, ils ont combien d'électeurs ? Ils ont même pas un million d'électeurs. Non, mais ça interpelle quand même, parce que c'est vrai qu'ils ont été très discrets. Évidemment qu'ils sont la seule personne qui aurait eu le courage, si je puis dire, de prendre position, c'est Éric Ciotti. Bon, il les a quittés. Laurent Wauquiez, quand on a un débat sur les retraites, on ne l'entend pas. Donc je vois pas pourquoi il commenterait Donald Trump. Voilà, Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, il n'a pas vocation à prendre ce genre de sujet. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Républicains sont inaudibles et ils n'ont pas de chef. Donc je suis pas sûr. Il y a à mon avis aucun Français qui s'est levé ce matin en disant que pensent les Républicains français de l'élection de Donald Trump. Mais encore une fois, quand on regardait un petit peu les sondages français, on voyait que les Français dans leur globalité étaient plutôt pour Harris. Et quand bien même ils étaient du Rassemblement national, des Républicains ou des macronistes. Donc je vous dis, c'est pas du tout quelque chose qui est transposable. Moi, la seule chose, c'est que oui, Netanyahou, Javier Milei, Viktor Orban, Donald Trump sont dans une critique permanente du système de ces élites-là. Mais aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, mais dans les dernières élections, aux élections européennes, Jordan Bardella qui arrive en tête, c'est parce qu'il a évidemment un discours qui est critique des élites. Et Donald Trump, je pense aussi, surperforme chez les actifs dans ces élections-là, parce qu'il y a une critique de nos élites et une critique du politiquement correct, une critique des thèses décoloniales et des thèses woke, par exemple. Merci beaucoup, Jules Torres d'Attendre de Verre. C'était passionnant, comme à chaque fois. Et évidemment, toute la journée sur Europe 1, on va continuer à décrypter, décortiquer même les résultats de cette élection de Donald Trump. Et ce soir, avec Pierre de Villeneuve, bien sûr, 19h. 21h sur Europe 1. Merci beaucoup, Céline Giraud. À demain. Et ce soir, de 21h à 22h, écoutez La France bouge, présenté par Elisabeth Assayag. Et ce mercredi 6 novembre, à la veille de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Quelle solution pour protéger nos enfants et nos ados ? Pour y répondre, Elisabeth Assayag reçoit Ngente, ministre de l'Éducation nationale. La France bouge, l'émission qui met à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs et start-up qui osent et qui réussissent. C'est du lundi au jeudi de 21h à 22h sur Europe 1. Restez bien avec nous. La suite, c'est avec Christophe Ondelat, 14h-15h. On de la raconte. Excellent après-midi sur Europe 1.